Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette table ronde qui va nous animer pendant les 50 prochaines minutes. Cette table ronde est dédiée à l'importance de l'écosystème et plus précisément comment cet écosystème peut se révéler être un levier de l'autonomie numérique stratégique. Afin d'apporter des éléments de réponse à cette question, nous avons l'opportunité d'accueillir aujourd'hui plusieurs acteurs de l'écosystème, de notre écosystème. Céline Castado, responsable des projets financés Alliance Outscale d'Assosystème. Smara Lingu, directrice stratégie, marketing et relations institutionnelles d'Ocapost. Jean-Noël de Galzin, PDG et fondateur de Walix Group et président d'Exatrust. Charles Huot, président de Cap Digital. Et Simon Marsol, CTO Défense et Sécurité Soprasteria. Le numérique fait partie des piliers de la stratégie européenne. Parler d'autonomie stratégique revient dans un environnement qui est ouvert et mondial à être en mesure de faire des choix. Cette autonomie qui se veut et qui se doit d'être stratégique nécessite certes plus de résilience, mais également plus d'influence des acteurs de l'écosystème. Charles, selon toi, qu'est-ce que l'on entend par autonomie stratégique et quels sont les défis qui sont rencontrés par les acteurs ? Ce matin, on a beaucoup parlé d'autonomie stratégique en parlant du cloud. Mais en fait, il faudrait remonter un petit peu en arrière, c'est-à-dire sur quel processeur tourne le cloud, sur quels semi-conducteurs sont fabriqués ces processeurs et puis sur quels centres de données vont fonctionner ces systèmes de type cloud. Donc on est en retard dans pas mal de domaines, on est en retard sur le silicium, on est en retard sur les processeurs avec une domination, ça a été rappelé ce matin, mais aujourd'hui c'est plus de 90% des processeurs GPU qui sont vendus par Nvidia. L'offre européenne est extrêmement faible malgré les efforts d'EuroHPC autour de Seapearl ou d'autres, mais donc ça veut dire que sur tous ces aspects-là, on est plutôt bien en retard. Alors avec Outscale ou d'autres acteurs, ce matin on mentionnait UniSpot, il y a quelques autres acteurs qui avancent sur le sujet du cloud et sur la souveraineté du cloud, etc. Mais, donc ça c'est bien, il faut que ça progresse, mais pour autant, n'oublions pas les autres aspects pour lesquels on a un vrai risque en termes de chaîne de valeur. Et donc, qu'est-ce qu'on peut construire autour du cloud, autour des données, autour des thématiques dont on va aborder aujourd'hui le sujet sur l'IA et toutes ces thématiques-là. Mais voilà. Donc je disais, oui, la souveraineté, mais regardons tous les éléments de la chaîne et pas simplement le cloud et le Cloud Act et ces sujets-là. Il y a vraiment plein d'autres aspects qu'il faut prendre en compte. Voilà. Donc, Les partenariats et la collaboration active des différents acteurs participent à transformer l'écosystème numérique en moteur d'autonomie. Jean-Noël, comment la coopération entre le secteur public et le secteur privé contribue à renforcer cette autonomie numérique ? Alors, cette collaboration entre le public et le secteur privé, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et c'est une dimension qui prend son importance aujourd'hui. Comme ça vient d'être dit par Charles, on est challenger dans la plupart des domaines du numérique. On a encore du potentiel dans un certain nombre de secteurs stratégiques, la cybersécurité, le cloud, on a des acteurs qui sont assez puissants. On a le quantum computing, en réalité virtuelle on est très très bien positionné dans le jeu aussi. On est très bien positionné sur tout un tas de secteurs comme ça qui sont stratégiques. On doit aller vite, on est challenger. Et donc pour aller vite, il vaut mieux être plusieurs. Et il faut qu'on arrive à s'arranger tous ensemble pour aller encore plus vite. Et on a une clé dans cette histoire. Quand vous regardez les modèles qui fonctionnent dans la plupart des secteurs industriels qu'on vient d'évoquer, les technologies, elles viennent du militaire, elles viennent des early adopters dans des pays comme Israël, les États-Unis, la Chine ou d'autres, où les clients, des clients, souvent des clients publics, vont consommer, être les premiers à consommer ces technologies et les passer à l'échelle. Alors, ce n'est pas seulement la commande publique. Il faut que les grands donneurs d'ordre privés, quand on voit aujourd'hui une initiative comme, je crois que ça s'appelle GEM, la French Tech, l'initiative où on dit aux grands groupes, utilisez les technos de la French Tech, et en fait, on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile.
Donc, mais on a besoin, je pense, de fonctionner en écosystème, et un écosystème public-privé. Et quand on parle d'écosystème public-privé, c'est aussi bien l'État en tant que stratège et financeur de l'innovation, ce qui est déjà en place, mais aujourd'hui c'est l'État client, l'État early adopter, et un encouragement peut-être de l'État à amener les grands groupes et les utilisateurs du privé à utiliser ces solutions. On a besoin des acheteurs au cœur de l'écosystème. Il faut être customer-centric, comme on dit. Alors, on le voit, vous êtes extrêmement présent dans l'écosystème à travers des associations professionnelles. Je pense à Exatrust. Il y a également une présence qui est marquée dans les différents groupes de travail. On sent qu'il y a un véritable investissement, un engagement au sein de cet écosystème. Smara, quelles sont les initiatives concrètes auxquelles tu as pu participer ou que nous devrions favoriser au sein de l'écosystème pour que l'on puisse favoriser cette autonomie numérique stratégique et pour compléter les propos de Jean-Noël? Oui, peut-être revenir. Pour moi, un écosystème, il doit être vraiment conçu et porté comme un outil d'accélération, comme un outil de transformation, comme un outil d'influence. Et là où je rejoins Jean-Noël, c'est que on ne peut pas considérer que les écosystèmes, c'est soit juste les industriels entre eux. En fait, il faut absolument qu'il y ait un partenariat public-privé pour que ça puisse réussir. Peut-être un regard plus tourné en entreprise. Nous, chez DocaPost, on est présent dans beaucoup d'écosystèmes. Et ça ne s'est pas fait comme ça non plus, en fait. Ça demande une maturation, un investissement en temps, un investissement financier. Et je pense que là où les écosystèmes arrivent à trouver leur puissance, leur force, c'est le jour où, à la fois à travers les enjeux des acteurs, les besoins de l'État, etc., on arrive à construire un projet commun. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé de la réussite d'un écosystème. Et on parle d'autonomie numérique et d'autonomie stratégique. On doit avoir un projet stratégique avant toute chose, en fait, un objectif commun. Et peut-être ça, c'est une première clé de lecture. Parfois, on peut être... nous aussi, on a une responsabilité en tant qu'industriel et parfois, on peut être amené à revenir, à regarder les petits détails qui nous impactent, nous, en tant qu'entreprise. Je pense qu'il faut revenir toujours à c'est quoi l'objectif stratégique, qu'est-ce qu'on cherche et comment on veut que cet écosystème réussisse. Après, ta question était des preuves concrètes. Pour moi, un écosystème, on peut le porter à travers au moins 3 dimensions. On peut créer des écosystèmes stratégiques, je viens d'en parler. Le meilleur exemple qu'on connaît, c'est les comités stratégiques de filière. On travaille, plusieurs d'entre nous ici présents, sur le CSF, Solutions numériques de confiance. C'est un premier exemple, c'est concret, c'est précis. On voit la capacité de ce qu'on peut être amené à mettre en place en peu de temps, avec peu de moyens, du moment où on partage le projet, le sens, et qu'on a un leader qui est Michel Paulin, le patron d'OVH, qui se bat pour que le sujet avance. Un deuxième exemple d'écosystème, ça peut être toute la dimension écosystème technologique. On peut aussi avoir besoin, et on doit avoir besoin, d'unir nos forces pour proposer quelque chose qui soit puissant, qui soit cohérent. On a parlé de NumSpot, donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est un exemple très précis. Moi, j'ai un deuxième exemple côté DocaPost. Quand nous avons été rapprochés par l'État pour voir comment on pouvait accompagner la lutte contre le décrochage scolaire pour les élèves de lycée, on a pris nos savoir-faire et puis on s'est unis avec une start-up. Elle avait l'agilité, une solution que nous, on n'avait pas. Nous, on avait la force de frappe territoriale et la présence. Donc voilà, faut vraiment, je pense, réfléchir comme ça. Et puis, peut-être pour finir, des écosystèmes d'investissement. Je pense on peut aussi avoir une logique d'investissement qui est se laisser la liberté de se dire je veux construire une offre. Pour ça, si on se met à plusieurs, peut-être qu'on peut accélérer.
un court investissement, on peut faire passer un cap dans le passage à l'échelle de certains sujets. Du coup, en parlant d'offres, les acteurs économiques rencontrent d'autres défis, et notamment des défis en matière de développement économique. Peut-être Simon, tu peux nous éclairer sur comment l'écosystème favorise le développement économique et comment on peut peser aujourd'hui sur des acteurs nationaux mais également internationaux. Et puis après, Charles, je te laisserai nous donner des exemples concrets avec Cap Digital sur ce qui a pu être réalisé. Oui, alors effectivement, là, on parle des écosystèmes. C'est vrai que l'objectif derrière tout ça, c'est qu'il y ait de la croissance, que tout le monde s'y retrouve, qu'on arrive à faire des champions français, européens et internationaux. Pour ça, on l'a dit, faut dans cet écosystème qu'on soit aligné pour aller collecter et traiter les besoins des clients. Tu l'as redit, Jean-Noël, mais c'est le point de départ. Si on veut créer des offres de confiance, il faut qu'on soit aligné avec les besoins de ceux qui seront les consommateurs, qui sont les secteurs, les premiers utilisateurs, les early adopters, comme tu disais, qui peuvent être l'État, qui peuvent être aussi les organisations type OIV ou autres qui sont plus exposées à ces problématiques-là. Deuxièmement, c'est aussi dans la manière, et on revient aux objectifs du CSF sur les dimensions d'offres, de construire des offres de confiance, mais qui soient faciles d'adoption. Tu disais tout à l'heure, on a du mal à ce que, j'aime la French Tech, ça pousse dans les grands groupes. Il y a une vraie difficulté de capacité d'intégrer ces solutions-là dans la durée, parce qu'elles bougent, parce qu'elles évoluent très rapidement et autres. Et créer du one-click sur des solutions plus larges qui soient capables de... Alors on parle des data space aujourd'hui parce que c'est le sujet à la mode, mais demain il y aura d'autres choses. Mais même si ça va créer, et ça va être un vrai sujet aussi d'écosystème, et je reviendrai dessus, il y a un vrai enjeu d'être capable de se mettre autour de la table pour, à travers les financements qu'on évoquait, mettre les composants les uns avec les autres et faire quelque chose qui soit vraiment facile d'exploitation pour nos clients qui ont de moins en moins d'opérations, qui ont de moins en moins d'acteurs techniques et qui veulent de plus en plus du consommable facile. Et donc ça, je pense que c'est un point majeur. Le troisième point, c'est continuer d'investir là où on peut être fort. C'est ce que tu disais tout à l'heure, la cyber, le quantique, l'edge, l'IA, il faut les mondes virtuels. C'est là où aujourd'hui il y a des fonds aussi de la BPI, il y a des fonds européens. Il faut chasser en meute, chasser collectivement et savoir comment aussi on est une architecture capacitaire, comme on le dit dans le militaire, où on se dit, là, on va collectivement plutôt taper là, d'autres groupes vont peut-être taper là, et on va peut-être essayer de moins se taper dessus, et plutôt combler les trous. Et là, que ce soit à l'échelle française ou à l'échelle européenne, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des EPCEI qui sont des grands investissements européens qui arrivent et qui vont pouvoir aider à ça. Je mettrai un quatrième point derrière ça, c'est, je ne sais plus où j'en suis d'ailleurs, des points, mais c'est aussi la capacité à créer de la valeur, et c'est là où je reviens sur les data space, entre les écosystèmes métiers et les écosystèmes tech. Aujourd'hui, on veut partager de la valeur pour faire du tourisme autrement, pour faire de la mobilité autrement, pour faire de l'agriculture autrement grâce à la tech. Et là, on voit que les Hack Data Hub, qui sont d'ailleurs deviennent maintenant plutôt même public, hein, repris par le ministère de l'Agriculture. Les initiatives EONAX, on y travaille nous en tant que Soprasteria dans d'autres, dans des CADX côté supply chain aéronautique, dans la filière nucléaire. C'est là où on va créer de la richesse et où là on peut sécuriser aussi des choses. On peut sécuriser à la fois l'industrie française et européenne et à la fois les acteurs du numérique. Et on se fait la courte échelle quand on fait ça. Et puis, on n'en a pas encore parlé, mais il faut qu'on soit acteur des normes, de l'interopérabilité. Il ne faut pas qu'on se laisse dicter toute cette partie-là. On veut utiliser de l'open source, mais quand l'open source elle est alimentée à 80% ou 90% par des non-européens, on peut se demander si on est autonome, si on est souverain sur l'utilisation de ces sujets-là.
Donc c'est vraiment comment on pèse sur ça en France et à l'international. Et tu posais la question vraiment sur l'international en tant que tel, il y a d'autres éléments. Il faut qu'on soit présent dans les projets et dans les grands programmes européens. Donc c'est là aussi où il faut les regarder, il faut voir ce que fait la DG Connect. La DG Connect, elle qui est donc l'équivalent du ministère numérique européen, elle investit énormément d'argent. Elle investit de l'argent dans les sujets d'identité, les wallets européens. Il y a plein d'investissements, plein de projets, il y a plein de programmes. DocaPost en lead 1, on travaille sur d'autres projets, la suite, etc. Les sujets de data space, c'est simple, c'est les grands investissements autour de faire des frameworks open source. Il y a énormément de choses qui se font là, il faut aller les chercher, comme aussi peser la voix dans les sujets législatifs européens, on reparlait de UCS et autres. Et j'ai encore des choses à dire, j'en ai encore une. Il y a le sujet qui, si on veut aussi faire des offres intéressantes avec l'international, c'est aussi travailler avec les éditeurs qu'on n'a pas en France, enfin, les grands éditeurs, les SAP, les Salesforce, les ServiceNow, les Pega et autres. Ces acteurs-là, il faut arriver à leur tordre le bras pour qu'ils aient un intérêt à faire tourner leurs services et les supporter sur les clouds européens et sur les clouds de confiance. Donc ça, je pense que c'est un vrai sujet aussi sur lequel il faut travailler collectivement, pas que le numérique, les clients, l'État aussi sur ces sujets-là, parce que ça aussi, ça va faire décoller forcément de l'appel d'air. Voilà. Et mon dernier point, je promets, je m'arrête. Je pense à l'échelle européenne, et si on veut couvrir, il y a aussi comment on fait de la continuité numérique avec nos partenaires européens, donc avec les Allemands, avec les Belges, avec les Espagnols, avec les Italiens. Aujourd'hui, on n'a pas la répartition. Chacun a des clouders locaux, des acteurs locaux. Et aujourd'hui, être capable de montrer qu'on a un tissu plus... parce qu'on n'est pas encore à faire un champion européen, ça on n'y est pas. Hein. On progresse, mais on n'y est pas. Donc la massification, ça, on n'y est pas encore. Donc penser à de la marketplace et faire une continuité numérique, là, il y a énormément de choses à faire aussi à ce niveau-là. Voilà les quelques éléments que je voulais partager. Merci Simon. Et tu finis sur la marketplace et cette chaîne de confiance dont on parle aujourd'hui. Chez Cap Digital, il y a également des projets qui sont réalisés, des accompagnements. Une question pour toi, Charles, par rapport à cet accompagnement qui est réalisé auprès des différents acteurs. Et puis une question un peu plus globale sur, et je m'adresse à tout le monde, sur la responsabilité de l'écosystème, puisque l'on sait aujourd'hui toutes les entreprises ne sont pas égales face à la réglementation, face aux enjeux de conformité que l'on peut rencontrer. Et donc, qu'est-ce que l'on peut faire et comment est-ce qu'on peut les accompagner? Juste à rappeler, il y a une vingtaine d'années, un peu moins d'une vingtaine d'années, le gouvernement français a pris la décision de créer les pôles de compétitivité. C'était quoi l'objectif de ces pôles de compétitivité? C'était justement, pour travailler ensemble, il faut un peu se connaître. Pour travailler ensemble, il faut avoir mené des projets ensemble, les avoir gagnés, les avoir perdus, monter des projets. Donc l'idée des pôles, à l'époque, et qui se continue aujourd'hui, c'était d'associer à la fois des grandes entreprises, on en a pas mal ici aujourd'hui, d'associer des PME ou des start-up ou des PME, suivant le cas, avec des centres de recherche publics, des universités, et puis un peu d'investisseurs, un peu de financiers pour du CID, etc., et des collectivités locales et territoriales. Et l'idée était, partant de cet ensemble, de répondre à des appels à projets régionaux, nationaux ou européens, dans lesquels il fallait associer 5, 6, 7 acteurs, et pour aussi apprendre à se connaître et apprendre à fabriquer ensemble des projets de plus en plus gros, de plus en plus importants. Donc aujourd'hui, chez Cap Digital, qui est un des grands pôles, enfin le plus grand pôle de France, sur la région Île-de-France et qui s'intéresse au numérique, on a à peu près mené quelques 2000 projets. Ça veut dire expertiser grâce à un pôle d'experts sur les différents sujets d'à peu près 150 personnes. On a expertisé un peu plus de 6000 projets et participé au financement
pour un montant d'un peu plus de 2 milliards sur les 20 dernières années. Mais le plus important, c'est que l'idée, c'était que les grandes entreprises, et aujourd'hui on est là aussi invité par Outscale, qui est un de nos adhérents, et pour lesquels on travaille sur l'aide à la constitution de scouting pour des entreprises, apprendre à mieux connaître et apprendre à mieux gérer des startups ou des PME avec lesquelles Outscale aimerait travailler. Parce que vous parliez des programmes européens, mais c'est pas facile pour une petite entreprise d'aller à l'Europe, ça nécessite des ressources que souvent on n'a pas, ou des équipes qui ne sont pas formées pour ça. Donc on les accompagne dans ce sens-là. Alors, pour revenir sur le type de projet soutenu, tu parlais de Gaia X par exemple, ou des projets autour du Hug Data Hub. Donc il y a pas mal d'efforts qui sont faits, et ça c'est à la fois significatif et c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les systèmes d'IA, on en a pas mal parlé ce matin avec l'exemple de Mistral, mais il y a d'autres grandes entreprises françaises qui se développent autour de ça parce qu'on a des génies français qui sont capables de développer ces modèles, parce qu'on a une école de linguistique informatique historique en France qui a participé, notamment pour les premières générations d'IA. Donc on a cette capacité à faire. Donc l'idée c'était, mais les données, la question des données, et la question de l'engagement sur les données, et la propriété des données, c'est ça qui va faire qui va nous aider à fabriquer les IA. Alors on a le cas de Hack Data Hub, on en a d'autres cas, on a Numalis sur l'alimentation, et puis on a ce grand programme qui s'appelle TEAMS, TEMS, sur l'interopérabilité, l'échange, les questions de propriété intellectuelle associées à la propriété des contenus de médias ou multimédia, des grands de l'audiovisuel. Donc voilà, donc ça c'est toute une partie qui participe à la connaissance de l'écosystème. C'est important de se connaître. Un autre programme qui a été, et l'État a fait beaucoup d'efforts sur le sujet, c'était le programme de la BPI en faveur des deep tech. C'est 2,5 milliards d'investissements sur 5 ans, c'est pas rien. C'est plus de 700 startups. Donc le programme Deep Tech, c'est un programme qui permet de prendre de l'innovation issue de la recherche, de lui laisser un petit peu de temps, parce que l'immédiateté c'est bien, mais il y a des sujets pour lesquels il faut que ça mûrisse, donc 1 an, 2 ans ou 3 ans. Mais l'idée c'était de sortir certaines innovations des universités ou du centre de recherche publique pour en faire des entreprises. Donc aujourd'hui, ça a un assez grand succès. Depuis 2019, c'est plus de 700 startups qui sont issues de ce programme. Donc voilà, donc ça fait partie aussi de la création de ce programme d'autonomie stratégique. Et alors s'il y a certains programmes, je pense à Gaia X, où on a un petit peu de mal à générer au niveau européen, c'est qu'on n'a pas tous la même vision ou la même analyse du risque que représente un GAFAM quand on est en France ou quand on est en Allemagne. La vision est différente. Voilà, donc ça c'est peut-être historique, mais voilà, donc c'est ces thèmes-là. Et je pourrais encore citer dans le domaine du cloud ou dans le domaine de l'IA, je n'ai pas parlé des programmes ouverts de OpenLLM, l'initiative OpenLLM qui a été déployée par l'Inagora, pareil, qui vise à créer un programme, un LLM ouvert où les données seront partagées, où les modèles seront ouverts, etc. Bon, c'est important. C'est important, puis je dirai en conclusion, mais ça, plus tard, quelques mots sur l'importance de l'investissement aussi, pas simplement public, qui fait plutôt son boulot, mais privé, sur lequel il faudra dire quelques mots, peut-être en conclusion. Mais on peut d'ores et déjà aborder ce point-là. Il y a une responsabilité de l'écosystème vis-à-vis des différents acteurs. Outscale travaille avec certaines entreprises. Céline, est-ce que tu pourrais nous parler des différentes initiatives qui sont conduites aujourd'hui ? Oui, donc effectivement, Outscale est assez impliqué dans l'écosystème. À la fois, on fait partie du CSF, à peu près comme tous les gens à cette table. Donc du CSF numérique de confiance, où on vient apporter une vue pour nous, que doit être le numérique de confiance dans le futur, et aussi donc travailler avec les différents acteurs du milieu pour aider aussi les politiques à écrire leur feuille de route au niveau du numérique. Donc ça c'est on fait partie d'Exatrust, dont Jean-Noël représente. On est impliqué dans beaucoup de projets financés à la fois par l'Europe et à la fois par la BPI. Je peux en citer quelques-uns. Il y a Aerosec, donc, qui est un projet européen
pour le développement en fait d'une plateforme d'identification afin de permettre au secteur de la défense de collaborer ensemble. On sait très bien que le secteur de la défense, c'est très très compliqué d'échanger des informations. Et ici, le but du projet est de réussir à enfin connecter les plateformes de différents acteurs, de très gros acteurs de la défense, pour, voilà, c'est un POC, pour dans le futur, que ces acteurs de la défense puissent collaborer de manière beaucoup plus facile entre eux. Donc. Oui, je veux bien réagir. Je pense qu'on parle d'autonomie autonomie numérique. Si on s'adresse, on a bien sûr la vision haute, ce qu'on fait au niveau européen, etc. Mais si on revient dans la vraie vie des gens, en fait, des entreprises dans les territoires, je pense que le plus important, en fait, il faut commencer par ça, c'est rendre la chose compréhensible pour les entreprises. Et donc, l'une des responsabilités les plus importantes que nous avons et que nous avons pris ensemble dans le CSF numérique de confiance, je prends l'exemple des données sensibles, c'est de dire faut quand même qu'on aide les entreprises à rentrer dans le sujet. C'est très compliqué quand vous leur parlez GaiaX et tout ça, ils sont à 10 milieux de ça. Hein. Donc les premières actions qu'on peut mettre en place, on peut les mettre en place très vite, on peut les mettre en place ensemble par contre, parce que chacun de son côté, on n'y arrivera pas. Donc c'est la force de ce qu'on propose dans le CSF Solutions numériques de confiance. Et ça part de choses très simples, en fait, faire des valises pédagogiques, mettre en place un système de captation et de réponse aux questions qu'ils peuvent avoir. Et l'autonomie, c'est quoi, en fait? Moi, ça me paraît vraiment clé, ce que vous venez de dire, c'est être capable d'accompagner leurs projets au quotidien, au plus près des territoires, leurs projets, et faire en sorte que s'ils se font attaquer, ils sont capables de redémarrer. S'ils ont un problème avec un client sur un sujet de données sensibles, qu'ils puissent nous interroger pour voir comment on les aide, de l'aide juridique, c'est si simple que ça, je pense. Oui, d'ailleurs, alors, on a parlé d'Exatrust, donc juste en 2 mots, Exatrust, justement, l'objectif d'Exatrust au départ, c'est des entrepreneurs qui donc créent des startups dans un domaine nouveau qui est la cybersécurité, dans lequel il y a des leaders mondiaux qui sont aux États-Unis et dans lequel on décide qu'on va avoir des difficultés à le faire chacun dans notre secteur de niche, mais en se mettant ensemble, on forme une offre qui devient compétitive à plusieurs, et on va la promouvoir en permanence. On va défendre notre industrie européenne et française en disant si vous consommez américain, c'est pas comme si vous consommez européen ou français. Quand vous parlez d'un domaine de confiance, un domaine de confiance, c'est pas que de l'IA, c'est de l'humain. Donc il faut une chaîne de valeur dont on parlait tout à l'heure. Et toute l'histoire, elle est là, promouvoir, défendre, on parlait des standards. Aujourd'hui, nous, on vit par exemple dans la cybersécurité un moment essentiel. On a déjà réussi pendant le Covid, tous ensemble, à maintenir, on s'est tous mobilisés 24 heures après le confinement pour mettre toutes nos offres logicielles et nos offres dans le cloud à disposition pour permettre à l'armée de continuer à fonctionner, aux hôpitaux de continuer à fonctionner, aux collectivités de continuer à fonctionner, etc., en offrant les licences, en disant on fera les comptes après. Donc on s'est tous mobilisés, ça c'est la force de l'écosystème. Et ensuite, on a autre chose qui est assez fort, c'est de se dire que grâce à l'écosystème, on va peser sur les choix, les grands choix de société. Et là, en ce moment, on a obtenu, nous, dans l'écosystème cyber, par exemple, une stratégie nationale de cybersécurité pour financer des défis cyber dont on a besoin un peu partout, pour financer de l'acquisition de solutions auprès des hôpitaux, pour les hôpitaux et pour les collectivités. Et j'en profite pour dire que cette stratégie qui a été menée avec l'ANSSI, donc en collaboration avec l'État, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a fait date aujourd'hui. Aujourd'hui, il existe un plan CARE de 1 milliard d'euros au ministère de la Santé qui finance directement les hôpitaux qui vont avoir des projets cyber et qui vont pouvoir faire financer leurs projets. Donc ce n'est pas nous, acteurs de la cyber, qui sommes financés pour faire. Nous, on vend les solutions qu'on fabrique à des gens qui sont financés pour
se moderniser, si je puis dire, et faire face aux défis. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, la clé dont a besoin l'écosystème. Donc, je pense qu'on l'a dit, il y a des... Donc, moi, j'ai été vice-président du pôle systématique. Je me suis beaucoup impliqué avec Cap Digital au tout début des pôles. La difficulté des pôles, c'est que vous faites travailler des grandes entreprises, des académiques, des PME. Tu as oublié les investisseurs qui sont aussi présents maintenant. Et la difficulté, c'est qu'on a tous des lignes de temps différentes et des objectifs différents. Les académiques qui veulent faire du transfert technologique dans l'industrie. Les PME, elles ont besoin de produits et services à vendre et de rencontrer des grands clients. Et les grands groupes, ils viennent chercher des compétences et des briques techno. Mais tout ça, à la fin, on ne vend pas la même chose. Et donc, c'est ça la difficulté. Les comités filières, c'est génial. Aujourd'hui, on est les 19e, enfin 18e, 19 ou 19e, 20e filières, c'est industrie de sécurité et solutions numériques de confiance. Donc là, tout l'écosystème est là. Aujourd'hui, on a démarré ces solutions numériques de confiance. Il y a un jaillissement, on voit que dans tous les domaines que je citais tout à l'heure, des nouvelles technos, il y a un écosystème formidable, remarquable aussi, très intéressant. L'écosystème, moi je suis trésorier de l'association qui porte le solution numérique de confiance. C'est une tâche ingrate, mais c'est une tâche qui est extrêmement intéressante parce qu'on voit qui vient, qui participe et avec quel état d'esprit. Et moi ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'impliquent très vite, qui payent leurs cotisations, qui rentrent dans cette association, qui veulent en être, alors qu'on n'a même pas signé le contrat avec le Conseil national de l'industrie, que j'encourage à signer ce contrat très rapidement. Et donc, c'est important à dire, il y a beaucoup de PME et de start-up qui payent leurs cotises. Voilà, elles n'ont pas les moyens, elles payent leurs cotises. Voilà, donc il y a un mouvement, il y a un jaillissement. Donc, mais une fois qu'on a fait ça, moi, le constat que je fais aujourd'hui, il y a un levier des écosystèmes quand on est entrepreneur dans ce pays. Il y a un levier de l'écosystème quand les utilisateurs se mobilisent tous ensemble sur leur segment métier, comme tu le disais, et qu'ils veulent une réponse. Il faut qu'on arrive à connecter les deux. Si on revenait dans le passé, typiquement, on a un exemple dans la santé. Le hub santé, ce fameux Health Data Hub, si on devait le refaire aujourd'hui, est-ce qu'on le referait comme on l'a fait aujourd'hui? Est-ce qu'on le mettrait chez un GAFAM, typiquement? Non. On le mettrait, on interrogerait l'écosystème, on irait dans un comité de filière, on utiliserait des pôles, on mettrait les industriels qui sont déjà là, ils sont là, on est là, on est comme des, vous savez, je ne vais pas dire des oisillons qui attendons la béquée, mais on est là. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. On est là avec nos bras, on est prêt à travailler. Ce qu'il nous faut, c'est des grands projets. Ce qu'il nous faut, c'est des grandes missions. Ce qu'il nous faut, c'est pouvoir faire rêver lorsque on est tous rassemblés et qu'on travaille ensemble et qu'on se met en ligne pour travailler ensemble. Il faut qu'on ait un but. Donc moi, je pense que l'écosystème est un levier pour l'autonomie numérique stratégique à partir du moment où il est utilisé. Voilà, donc aujourd'hui, les écosystèmes sont là, les comités filières sont là, les pôles sont là, on fait plein de choses merveilleuses, mais nous, ce qu'on veut, c'est faire la carte d'identité de demain, on veut devenir le premier fournisseur de la Direction générale des impôts, sans avoir à faire appel à Google, on veut faire les flottes automobiles de demain, on veut construire les villes intelligentes, on veut résoudre les problématiques de climat, d'optimisation énergétique, on veut faire tout ça. Voilà, on veut faire les jumeaux numériques. On est en train de travailler avec Outscale, par exemple. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on a un acteur industriel dans le cloud, donc qui fait de la confiance pour les données à long terme. Tu parlais des données sensibles. Donc ça, c'est super. Et ben voilà, on va essayer de construire. On est en train de construire des plateformes collaboratives, par exemple, pour remplacer les Teams, Google Suite, etc. Voilà. Donc ces trucs-là, on les fait, on se met ensemble. Parfois, on n'attend même pas la commande de l'État. Mais on est encouragé à travers des défis. Par contre, ce qu'on espère, parce que j'ai vu pas mal de polémiques récemment avec la DINUM, pour savoir s'il faut que les fonctionnaires, que l'État fabrique lui-même une suite collaborative, ou si on utilise les suites collaboratives que l'État, à travers un défi où ils ont mis 27 ou 30 millions d'euros pour financer des consortia qui sont mis en place avec, je sais pas, il y a peut-être une quarantaine d'industriels qui travaillent en ce moment, je le sais, puisque nous, on est impliqués dans un consortium, CollabNext, vous êtes dans les trois ou dans deux des trois. Dans deux des trois, oui. Voilà, dans deux des trois. On ne travaille pas dans le vide.
Vous voyez ce que je veux dire? On est tous là, on est en train de travailler, on utilise de l'argent public. On l'a fait, moi je suis acteur de la cyber, les suites collaboratives, je peux aller travailler avec n'importe quelle suite collaborative. Mais j'ai demandé à nos équipes de s'impliquer chez Walix, chez Jamespot, chez d'autres, chez Jalios, etc., de travailler avec les gens d'Outscale, parce qu'à la fin, on veut que cette suite collaborative, elle soit utilisée par le plus grand nombre. Donc moi je le dis à la DINUM, perdez pas trop d'argent à aller réinventer la roue. On a des suites collaboratives en préparation qui vont être de très bonne qualité. Utilisez-les. C'est ça le levier de l'autonomie numérique stratégique durable avec l'écosystème. Merci Jean-Noël. Donc, nous l'avons vu, l'intégration des différents acteurs de l'écosystème permet de construire une chaîne de confiance. Vous l'avez rappelé, nous avons des champions aujourd'hui en France. Céline, pour terminer, le rapprochement des différents acteurs est un accélérateur. Jean-Noël a dessiné ces éléments. Comment est-ce que ces synergies s'opèrent et permettent de dynamiser les capacités d'innovation en tant qu'industriel? Oui, effectivement, l'écosystème est accélérateur d'innovation. Tout d'abord par la complémentarité des acteurs. On a les entreprises, on a des startups, on a l'État, on a les labos de recherche, les universités. Chaque acteur a son rôle à jouer dans l'écosystème. Les entreprises sont, comme l'a dit Jean-Noël, sont là pour faire du business. Elles connaissent le marché, elles connaissent les besoins, elles cherchent à mettre des offres et des produits et des solutions sur le marché. Les startups, elles ont besoin d'être soutenues, mais elles ont l'agilité, elles ont cette capacité d'innovation extrêmement rapide. Les labos de recherche, les universités vont nous amener toutes les dernières innovations technologiques, scientifiques qu'on n'a pas toujours accès. Et le politique, le gouvernement, comme on l'a dit, il faut qu'il nous soutienne, il faut qu'il nous supporte, il faut qu'on lui donne aussi une feuille de route. Et il va aussi pouvoir, on va pouvoir l'aider dans la régulation, dans l'orientation de ses financements, tel le CSF aussi, les rôles du CSF. Voilà, tous ont un rôle à jouer et il est complémentaire. Et c'est par la complémentarité qu'on va pouvoir avancer, innover ensemble. D'une part, c'est aussi mettre en commun les ressources, que ce soit des ressources d'infrastructure, des talents qu'on a tous chez nous. Se mettre ces ressources ensemble, en commun, va permettre effectivement de développer plus rapidement, d'aller plus vite sur le marché, d'aller là où on doit par ce mélange d'idées de différents acteurs. Comme on l'a dit, il faut quand même l'objectif, le même objectif, la même direction. Il faut regarder par la même direction. C'est vrai que souvent les projets qui ne fonctionnent pas, c'est des projets où on regarde dans des directions différentes. Il faut réussir à faire des consortiums qui ont envie d'aller dans la même direction et qui ont envie de développer la même solution, ou en tout cas qui ont la même vision. L'autre point, c'est on partage les ressources et il faut un transfert de connaissances aussi. Le but, c'est quand on travaille en consortium, on a les acteurs type labo de recherche, université, ils vont travailler sur des sujets très pointus. Là, il va y avoir toute une question de comment on va transférer ce qu'ils vont développer dans le monde industriel. Alors c'est vrai qu'on peut travailler sur des briques open source qui sont plutôt les briques que les acteurs universitaires, labos de recherche travaillent dessus. Ça permet de plus facilement déverser dans le monde industriel si on prend l'open source comme un peu brique angulaire sur lequel les industriels vont venir apporter leur valeur ajoutée. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi réussir à ce que ces acteurs, comme on le dit, comme ils n'ont pas la même perspective de temps, puissent travailler et s'aligner sur aussi des milestones communs. Enfin, j'ai envie de dire, donc on a ce transfert technologique. J'ai envie de dire, il y a aussi le transfert de connaissances par l'écosystème en lui-même. Une journée comme celle-ci, où il y a des tables rondes, des plénières, des masterclass, ce que l'université d'Exatrust, plein de choses qui se passent dans l'écosystème, auxquelles il faut participer, va servir aussi à l'innovation, au partage d'idées, au transfert de connaissances, à
monter un réseau, comme on dit, il faut se connaître pour travailler ensemble. Toutes ces journées, il est important d'y participer et d'être présent. Et je pense que Hotscale essaye d'être le plus présent possible aussi dans l'écosystème pour le dynamiser et faire avancer l'écosystème. En prolongation de l'idée, je pense que on dit que les entreprises doivent faire du business et je suis 200% d'accord avec toi. Je pense que les entreprises, en faisant du business, peuvent aussi rentrer dans une logique de durabilité. Et nous, chez DokaPost, on a une conviction très forte, c'est qu'on peut faire du business et de l'intérêt général en même temps. Je vais vous prendre 2 exemples. Le premier exemple, il m'a été soufflé par le voisin à gauche, qui est l'offre cybersécurité que Guillaume Poupard et son équipe a construit, qu'on a construit au sein de DokaPost. La logique était simple, il ne fallait pas réinventer ce qui existait déjà sur le marché. Par contre, ce qu'on a fait avec avec l'expertise de Guillaume Poupard et de son équipe, c'est qu'on est allé chercher sur l'ensemble de la chaîne de valeur du champ de protection qu'on voulait offrir à nos clients, c'est d'aller chercher les entreprises françaises qui étaient en capacité de répondre et de répondre au mieux. Et nous, la promesse qu'on faisait, et en fait qu'on fait, c'est de dire, par contre, pour le client, pour la collectivité, pour la petite entreprise, il y aura un seul point d'entrée, on analysera ses besoins, on s'adaptera à son niveau de maturité et on répondra avec l'offre qui lui convient au prix le moins cher possible, parce que ce qu'il leur faut, c'est de la simplicité et le moindre coût. Ça, c'est le premier exemple. Et je pense que, et je vais vous dire, en fait, c'est une conviction, on en parlait avant la table ronde, DokaPost, c'est une très belle offre. DokaPost, pour la commercialiser, elle utilise l'ensemble de sa force de frappe territoriale de la Poste, nos différentes entités, les partenaires, mais l'écosystème, il sera clé dans la réussite de ce type d'offre, et je pense qu'il y a un intérêt général, et il y a un intérêt double pour nous, pour Exatrust comme partenaire possible, de faire avancer ce type de réflexion. Le deuxième exemple, je vais revenir sur le sujet de l'autonomie stratégique. Moi, je pense que tant qu'on ne permet pas aussi un mot qu'on ne prononce pas souvent, qui est l'inclusion numérique des entreprises. En fait, on a fait énormément de choses sur l'inclusion numérique des citoyens. On a fait très peu de choses sur l'inclusion numérique des entreprises, et que notre responsabilité, on peut attendre beaucoup de choses de l'État. L'État fait déjà beaucoup de choses, et on peut aussi se mobiliser aux côtés de l'État sur ce type de sujets qui sont clés pour nous et pour l'écosystème. Il n'y a que ça. Là, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Nous, on a un défi en ce moment, par exemple, dans la cybersécurité. Excusez-moi, je reviens à ça, mais c'est important, c'est la résilience. Il y a une directive, on a eu le RGPD il y a quelques années sur les données. Il se trouve que sur les données, tout est à faire. Et je pense que l'émergence de clouders industriels, comme on est en train de le voir, là on est invité par un clouder dont l'actionnaire principal donne une dimension industrielle au cloud, et ça mettra du temps. Et j'avais cette discussion tout à l'heure. Je veux dire, un industriel qui a créé des Rafales qui ont mis des décennies avant de se vendre, mais qui a tenu, qui a ensuite mis des décennies pour faire la réussite d'un leader mondial, comme c'est le cas de Dassault Systèmes, et qui se met dans le cloud, c'est une bonne nouvelle. Ça donne de la confiance industrielle. On n'a pas assez parlé d'industrie, industrielle dans le sujet. Donc on a des endroits où mettre nos applications dans une logique souveraine d'autonomie stratégique. Nous, on a un défi dans la cyber, là c'est la directive NIS 2. En octobre, il y a 150 000 entreprises en Europe, c'est un défi européen et mondial, et il y en a 15 000 en France, 26 000 en Allemagne, qui vont s'équiper avec des outils de cyber modernes pour pouvoir garantir la résilience de tous nos usages au quotidien dans le numérique. On va créer la troisième voie numérique, qui est le numérique résilient. Voilà, on a ce défi-là.
On ne va pas y arriver avec un acteur qui soit même un GAFAM qui nous dit « je sais tout faire, ayez confiance, venez chez moi et vous serez compatible avec directive NIS 2 ». Non, il faut mettre en place une chaîne de valeur. Et c'est là où ces défis-là, ce sont des défis à relever avec l'écosystème. Et donc, on a besoin, l'écosystème, je répète, tous ceux qui demain sont à la recherche de solutions faciles en cyber, faciles d'accès. En fait, l'intérêt général, où est-ce qu'il rejoint l'intérêt général, notre activité professionnelle, c'est que nous, notre ambition, c'est une ambition d'inclusion, c'est la cyber pour tous. C'est le droit à la protection des données personnelles et industrielles pour tous. Ça, c'est le droit fondamental d'un numérique, on va dire, souverain. Et ensuite, la cyber pour tous, parce que la cyber, c'est hyper compliqué. Mais donc, on veut le rendre accessible à tous. Donc, c'est bien un sujet d'intérêt général. Et nous, on est des équipementiers dans une chaîne globale. Je trouve intéressant maintenant d'avoir des industriels dans le cloud qui donnent de la profondeur. On a vu l'apparition de Lidl en Allemagne, pareil, hein, une espèce d'Amazon allemand. Voilà, il y a des choses qui naissent. Donc maintenant, il va falloir qu'on capte ça, qu'on soit moteur là-dedans et qu'on aille sur les bons défis. Voilà, donc l'écosystème, il est là, utilisez-le. Et rejoignez-le. Et rejoignez-le. Merci infiniment à tous les 5 pour ces échanges. Merci à tous pour votre attention.